TVL lance sa campagne de dons pour l'année 2025. Participez maintenant. TVL, la liberté à tout prix. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé des guerres qui secouent notre monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre terrain en crise, l'économie. Alors, entre les finances françaises marquées par le déficit, la dette et la récession, et l'économie mondiale en mutation, à quoi s'attendre? Beaucoup de questions sont soulevées. Nous allons tenter d'y répondre et d'y voir plus clair. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Pensez donc à la relayer, bien entendu. Pensez surtout à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça vous prend 1 seconde et c'est très important pour moi. Et puis je vous retrouve tout de suite dans les commentaires. On est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Marc Toiti. Bonjour monsieur. Bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, président et fondateur du cabinet de conseil AC Défi. Ça veut dire aux commandes de l'économie et de la finance. Tout à fait. On peut vous retrouver tout de suite d'ailleurs sur YouTube, sur votre chaîne qui atteint les 200 000 abonnés. C'est une chaîne éponyme, Marc Toiti tout simplement. Oui, vous avez publié aussi de très nombreux ouvrages et je ne citerai, vous me pardonnerez, que les 2 derniers. Oui, ça suffira. Les 2 derniers, Reset, quel nouveau monde pour demain, et le tome 2, Reset, bienvenue dans le monde d'après. Alors Marc Toiti, pour commencer, on voit que la situation française est extrêmement précaire avec un gouvernement menacé d'être renversé. Les médias insistent sur les conséquences économiques d'un tel choix politique. Comment observez-vous justement cette situation française ? C'est tout simplement dramatique. Je pense qu'il faut dire les choses. Alors, c'est pas simplement lié à la motion de censure ou autre. C'est que la tempête économique et financière a déjà commencé depuis plusieurs mois, malheureusement. Alors, on a un petit peu masqué la réalité. Encore quelques semaines, monsieur Bruno Le Maire nous disait que c'était les 30 Glorieuses, que c'était le retour du plein emploi, etc. On voit bien que nous en sommes très, très loin. Donc, c'est tout le problème, c'est que nous avons une situation où la France, depuis 2 ans déjà, c'est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit public. Donc alors que tous les pays font des efforts pour réduire le déficit, parce que bon, bien sûr, pendant le coronavirus, tout le monde a fait plus ou moins la même chose, on a laissé les comptes déraper, et ensuite on s'est dit bon, il faut stopper la machine, il faut un petit peu calmer le jeu, sauf nous. Nous, on a continué ce dérapage, et il s'est même aggravé ces 2 dernières années. Et sur ce, évidemment, est venue donc cette récession qui est en train d'arriver. On voit des plans de licenciement. Donc là aussi, ça ne tombe pas du ciel. Ce ne sont que les conséquences des erreurs de la gestion politique du pays depuis déjà plusieurs années. Bon, ça fait plusieurs décennies que ça dure, mais ces dernières années, ça a été aggravé, bien entendu. Et donc, c'est là qu'est le drame. C'est que depuis 2020, on a une dette publique qui a augmenté de 850 milliards d'euros. Donc, nous sommes complètement folles. Et sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, n'a augmenté que de 450 milliards. Donc on a mis 850 de dettes pour récupérer 450 de création de richesse. Il manque 400 milliards. Comprenez ? On dirait les pré-Covid. Voilà, c'est complètement fou. C'est-à-dire que si vous prenez un de nos voisins, l'Allemagne, qui a fait, donc sur cette même période, effectivement, elle a réussi à augmenter son PIB autant que la dette. Alors, là, ça passe. Mais là, aujourd'hui, autant d'écart, ça ne s'est jamais vu. Et donc, bien sûr, on a aggravé la situation, on a laissé croire que tout allait bien, plus l'inflation, plus les taux d'intérêt qui sont élevés, je pense qu'on va en reparler. Et donc, ce qui fait que la France, malheureusement, aujourd'hui, est déjà menacée par une récession. Donc, alors, sur ce arrive le débat budgétaire, et là, ça devient un vrai capharnaüm, si vous voulez, puisqu'on se rend compte que le budget annoncé, déjà, on annonce des hausses d'impôts, c'est quand même surprenant pour un gouvernement, entre guillemets, de centre-droit, va-t-on dire, parce que la hausse d'impôts, c'est plutôt NFP ou des trucs comme ça, quoi. Donc, je vous rappelle que la France est numéro 1 en termes de pression, prélèvement obligatoire, par rapport à notre PIB, numéro 1 du monde. Et c'est également un niveau historique pour nous. Et certains voudraient encore augmenter les impôts. Ça n'a évidemment aucun sens. Parce que ça va casser l'activité économique, qui est déjà pas très bonne. Et donc, à partir de là, ça va générer une baisse de ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit.
Donc à l'arrivée, on aura moins de recettes fiscales, donc plus de déficit. Donc évidemment, c'est une erreur dramatique de faire ça. Par contre, on ne veut toujours pas baisser la dépense publique, notamment les dépenses de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter. Donc c'est d'ailleurs l'un des postes qui augmente le plus. Et alors, mais comment ça s'explique ça? Parce que ce que les Français voient au quotidien, évidemment, c'est qu'ils payent plus d'impôts. La dépense de l'État ne baisse pas, mais en revanche, la qualité des services publics français, eux, baisse. C'est ça le drame, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques. La quantité, elle est là, elle est même énorme. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques par rapport à notre PIB, à notre richesse. C'est plus de 57%. Vous voyez, là, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Argentine ou des États-Unis qui veulent réduire leurs dépenses publiques, avec la fameuse tronçonneuse, là, vous savez. De Milei. Tout à fait. Sauf que en Argentine ou aux États-Unis, le poids des dépenses publiques dans le PIB, c'est que 37%. Donc presque à la rigueur, je dirais, c'est pas assez. Nous, on est à 57%, 20 points au-dessus, et on ne fait rien. On va même encore augmenter, alors qu'effectivement, dans certains pays, ils ont pris conscience qu'on ne peut pas continuer d'augmenter comme ça la dépense publique sans conséquence, je dirais. Et c'est ça le drame pour nous, puisqu'on n'arrête pas d'augmenter cette dépense publique. Vous savez, depuis les années 80, la dépense publique n'a jamais baissé en France. Jamais. Quand on vous dit, par exemple là dans le budget 2025, on dit oui, elle va baisser. C'est complètement faux. Elle va moins augmenter que ce qui était prévu. Bien sûr. Elle augmente quand même de 2,5%. Donc c'est ça le drame, c'est qu'on a cette augmentation de la dépense publique, de la dette publique. Par contre, les services publics se détériorent. Donc ça veut dire que les moyens que nous mettons ne vont pas là où il faut. Donc c'est tout le problème. Je dirais il faut repenser complètement la dépense publique française. Regardez un exemple très simple. Qu'est-ce qui augmente le plus aujourd'hui dans la dépense publique en France depuis 3 ans? Les dépenses de fonctionnement. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est-à-dire que sur les 3 dernières années, on a quasiment 16% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, alors que la dépense publique au total a augmenté de 12%. Okay. Donc là, il y a un problème de bon sens. Quand une entreprise va mal, elle commence par réduire la voilure, c'est-à-dire réduire un petit peu les frais de fonctionnement pour sauver l'entreprise. Donc que fait-on? Que fait l'État? Il augmente encore plus ses dépenses de fonctionnement. Donc c'est pas sérieux. Ça, c'est pas du social, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des services. Ce qu'on nous a expliqué, par exemple, c'était que la grosse charge de la dépense publique, c'était essentiellement les retraites. Alors non, ça c'est complètement faux. C'est vrai que, excusez-moi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on veut nous laisser croire ça, mais en fait, si on regarde les chiffres de l'INSEE, j'invente rien, aujourd'hui, quand effectivement on prend l'ensemble de la dépense publique, vous avez 33% de cette dépense publique qui sont des prestations sociales. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, un tiers, 33%. Sauf que le deuxième poste, c'est quoi? Et ça, personne n'en parle. Le deuxième poste, 32%, ce sont des dépenses de fonctionnement. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas uniquement un problème de retraite. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a un déficit structurel des retraites, notamment des fonctionnaires, puisque chaque année, l'État doit débourser 30 milliards d'euros pour combler le trou des retraites des fonctionnaires. Donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de déficit, c'est complètement faux. Il y a un déficit qui est énorme sur les retraites, notamment des fonctionnaires, parce que les retraites du privé, jusqu'à présent, c'est plutôt à l'équilibre. Vous voyez, donc, mais il y a ce problème-là des retraites des fonctionnaires, parce qu'on a plus de retraités que d'actifs dans la fonction publique. On a un problème de financement, vous voyez. Et ça, c'est tout le problème plus global de la retraite par répartition. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je dis souvent, c'est notre système de modèle de retraite par répartition, il est formidable, mais c'est du Madoff, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, que fait-on quand nous cotisons chaque mois pour notre retraite? En fait, c'est pas pour notre retraite, c'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura au moins assez d'actifs pour payer notre retraite. Ce qui, évidemment, malheureusement, n'est pas le cas, puisque on voit la natalité qui est en train de s'effondrer. Et donc, ça marchait tant qu'on avait assez d'actifs par rapport aux retraités. Donc, jusqu'aux années 80, il y avait à peu près 3,4 actifs pour un retraité. Ça fonctionnait. Maintenant, on a 1,4 actifs pour un retraité. Dans la fonction publique, même, c'est l'inverse. On a plus de retraités que d'actifs. Donc, vous voyez, c'est pas besoin de grands mathématiciens ou grands financiers pour comprendre que ça ne marche pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut évidemment... Moi, je suis pour sauver notre système. Je suis pas du tout... Moi, je suis un constructeur. Je sais que beaucoup veulent détruire. Moi, je pense qu'il faut construire. Mais, encore une fois, il faut améliorer. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Et là, ça y est. Nous sommes dans le mur, malheureusement, puisque, on l'a vu cette semaine, le taux d'intérêt de la dette publique française, donc le taux d'intérêt que l'État français doit payer donc pour financer sa dette, est devenu supérieur au taux d'intérêt de la Grèce. On va y revenir, si vous voulez bien, un tout petit peu plus tard. J'aimerais vous avez évoqué le nom de Bruno Le Maire, effectivement, puisqu'il est resté 7 ans à Bercy. J'aimerais qu'on revoie très rapidement une partie de son message qu'il a adressé aux Français en partant de Bercy. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, je vais quitter le ministère de l'économie et des finances, que j'aurai donc occupé pendant plus de 7 ans. 7 ans, ça fait un sacré bail.
Je veux juste vous dire que cela a été ma fierté de vous servir le mieux possible pendant ces 7 années. Nous avons donné le maximum pour créer du travail partout sur le territoire français. Nous avons donné le maximum pour faire venir des investisseurs, pour ouvrir des usines, pour relancer la production industrielle dans notre pays. Et puis nous avons fait le maximum face aux crises qui ne nous ont pas épargnés. La crise du Covid, la plus grave depuis 1929, et la crise inflationniste qui, je le sais, vous a tous profondément touchés dans votre vie quotidienne et qui a touché votre pouvoir d'achat. Quand vous entendez ça, un discours d'empathie, de satisfecit, qu'est-ce que vous pensez ? Non, ça fait pas sérieux. Très honnêtement, moi je l'ai vu plusieurs fois, Bruno Le Maire, pendant justement cette crise, etc. Je pense que c'est pas un mauvais bougre, hein, c'est pas quelqu'un de méchant fondamentalement. Simplement, il a pas écouté. Plus qu'il morde, hein. Oui, voilà, mais il a pas écouté les bonnes personnes. C'est-à-dire, moi je me souviens d'une réunion à Bercy comme ça, il y avait des économistes et évidemment les hauts fonctionnaires de Bercy et Bruno Le Maire. Et donc moi, tout simplement, je dis, il faut peut-être arrêter d'augmenter cette dette publique. C'était après le coronavirus, parce qu'effectivement, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde. Donc là, à l'arrière, on s'est dit, peu importe. Et encore, je pense qu'on aurait pu gérer différemment, parce que moi j'étais contre enfermer tout le monde, etc. Mais bon, ça n'a pas été le choix qui a été fait, malheureusement. Admettons. Mais après, fin 2020, début 2021, il fallait évidemment arrêter d'augmenter cette dette publique. Et moi, lorsque je disais ça, on me sautait dessus. Pas physiquement, bien sûr, mais par les mots. Tous ces, justement, je ne vais pas donner de nom, mais des économistes, des hauts fonctionnaires, des dirigeants de Bercy qui me disaient « Mais non, mais la dette publique, on s'en fiche complètement. On peut continuer d'augmenter cette dette indéfiniment. En plus, c'est la Banque centrale européenne qui finance. » Alors moi, je dis « Mais attention, les taux d'intérêt vont augmenter. » Il me dit « Mais pas du tout, ça n'augmentera jamais. » Vous vous rendez compte, ce manque de discernement. Et malheureusement, Bruno Le Maire les a écoutés. Oui, c'est le problème, je dirais, d'un ministre qui n'est pas forcément économiste. C'était le cas en l'occurrence. Et donc, il va écouter certains conseillers qui vont peut-être essayer d'aller dans le sens du poids, je ne sais pas trop. Voilà, moi en tout cas, j'ai la conscience tranquille parce que j'ai tout fait pour éviter d'en arriver là. Et malheureusement, je n'ai pas été écouté. C'est les chiffres que j'évoquais tout à l'heure. On a continué d'augmenter la dette publique. Ça, c'était une sorte de drogue. Parce que tant que finalement les taux d'intérêt étaient bas, on dit on y va. En plus, c'était financé par la Banque centrale européenne, donc par la Banque de France, ce qu'on appelle la planche à billets, ce qui heureusement n'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais à partir de là, c'était inévitable que quand on allait arrêter la planche à billets, ça allait évidemment générer une augmentation des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, avant même, parce que souvent on dit que l'inflation est née avec la guerre en Ukraine, ce qui est complètement faux. L'inflation, et moi je l'ai dénoncé dès le début, dès 2021, elle est née justement avec cette planche à billets. C'est-à-dire que c'est un principe de base de l'économie. Quand vous créez trop de demandes par rapport à l'offre, donc la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. Donc on a créé de la monnaie, on a créé de l'argent, ce qu'on appelle l'argent magique, artificiellement. Donc on distribuait de l'argent, mais il n'y avait pas de production en face, il n'y avait pas effectivement d'offre. Donc quand la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. C'est comme ça qu'est née l'inflation. Alors après évidemment, la guerre en Ukraine est venue mettre de l'huile sur le feu, etc., à cause de l'augmentation des prix des matières premières. Mais l'erreur a été précédente. C'est-à-dire que globalement, il fallait... Et de l'énergie, des matières premières et de l'énergie. Bien entendu, mais là aussi, il y a eu, malheureusement, une grande erreur, on va dire, à la fois des États-Unis et de l'Europe, en pensant qu'en voulant boycotter le pétrole russe, tout le monde allait faire la même chose. Vous voyez, c'est une sorte de péché d'orgueil, on croit que le monde, c'est que nous, les États-Unis et l'Europe, sauf qu'évidemment, ce n'est pas le cas, et on sait très bien qu'un des grands pays aujourd'hui qui connaît la plus forte croissance du monde, c'est l'Inde. Une des raisons pour lesquelles l'Inde est aujourd'hui une des grandes gagnantes de cette crise, c'est d'abord parce que pendant que les Chinois enfermaient tout le monde en permanence jusqu'en 2022, les Indiens, ils ont pris des parts de marché à la Chine et ils les ont gardées. La Chine n'arrive pas à les reprendre. Puis deuxième avantage, c'est quand justement il y a eu ce boycott, notamment du pétrole russe, les Indiens qui n'avaient pas accès au pétrole russe, eux, comme il n'y avait pas de boycott, ils ont demandé effectivement à la Russie s'ils pouvaient acheter leur pétrole. Les Russes, évidemment, étaient tout à fait disposés à le faire. Ils ont même baissé les prix. Donc les Indiens ont acheté du pétrole russe à bon coût. Ils l'ont raffiné, ils l'ont utilisé pour eux, et puis le surplus, ils l'ont revendu à l'Europe. Alors, avec des marges évidemment bien supérieures. Bien entendu, mais alors nous on dit non, c'est pas du pétrole russe. Donc finalement ça revenait au même. Vous comprenez, tout le problème est là, c'est cette démagogie permanente, ce dogmatisme finalement qui fait qu'on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Et donc moi j'en ai également voulu parce que cette inflation qui est arrivée, on aurait pu la contrôler et malheureusement on ne l'a pas contrôlée. Vous savez, je montre souvent l'image, c'est que l'inflation c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Il n'y a pas que Bruno Le Maire qui était coupable, entre guillemets, également la Banque centrale européenne qui a fait une très mauvaise politique. Rendez-vous compte qu'elle a commencé à vouloir arrêter la planche à billets et augmenter les taux d'intérêt à l'été 2022, quand on avait une inflation de la zone euro à 11%. C'était beaucoup trop tard. Bien sûr. Il fallait réagir en amont. Et aujourd'hui, on le voit encore, l'inflation est toujours là. Et aujourd'hui, même où nous parlons, l'inflation repart à la hausse. Donc, ce qui veut dire que, on n'a toujours pas gagné et vaincu cette inflation. C'est ça qui est dramatique. Et donc,
Moi, ce qui vraiment me peine, c'est qu'on aurait pu éviter d'en arriver là. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les décisions politiques. Parce qu'on aime bien nous culpabiliser. On dit « Ah oui, vous serrez la ceinture, les Français font n'importe quoi ». Non, ce sont des décisions politiques, des erreurs politiques, des erreurs stratégiques. Vous voyez ? Et c'est-à-dire que si on avait arrêté d'augmenter la dette publique comme ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Et pardon, mais pour abonder dans votre sens, ce qui est très important de comprendre, c'est que la dette continue d'augmenter, mais précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, pas pour une amélioration des services publics, pas pour une amélioration des allocations sociales, etc., mais pour la dépense pure et dure de l'État. C'est-à-dire quasiment pour encourager le millefeuille administratif. En fait, ça fait longtemps que ça dure, parce que depuis 10 ans, 91% du déficit public vient de l'État. C'est l'État qui dérape, c'est pas tellement les collectivités locales, même sociales à l'arrière, ça dérape un peu certes, mais c'est surtout l'État qui dérape complètement et qui dépense ce qu'il n'a pas. Et dépense, je pense, sans compter. Ce que disait Emmanuel Macron, l'État paiera, vous vous souvenez, mais l'État c'est nous. C'est-à-dire que d'où vient la dépense publique ? Elle vient de nos impôts. Oui, ou François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Oui, voilà, ça c'est quand même, encore une fois, un manque de réalisme incroyable. C'est quand même les dirigeants de la France, les présidents de la France qui sortent des inepties pareilles. C'est quand même assez incroyable. Donc, voilà, il faut sortir de ce carcan. Et surtout, le drame, c'est que, encore une fois, je me souviens, certains économistes ou autres, vous voyez, même encore aujourd'hui, qui disaient « Non, mais la dette publique, c'est pas grave, ça coûte rien. C'est les générations futures qui paieront. » Donc déjà, c'est pas sympa pour elles. Et puis surtout, c'est faux. Parce que regardez aujourd'hui, vous savez combien on paye chaque année d'intérêts de la dette ? Juste les intérêts de la dette. Donc là, c'est même pas des services publics, juste les intérêts de la dette. 60 milliards d'euros. L'année prochaine, ça va... Dont une partie a été indexée sur l'inflation, d'ailleurs. Alors, oui, tout à fait, exactement. Ça aussi, c'était bon. On a voulu... ce produit était sympa quand il n'y avait pas beaucoup d'inflation. Mais quand l'inflation monte, évidemment, c'est un petit peu délicat. Et donc, ça fait augmenter la charge de la dette. Cette année-là, l'année en 2025, ça va coûter 75 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en 5 ans, dans le meilleur des cas, ça va coûter 300 milliards d'euros. On est compte 300 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent ? On pourrait faire des hôpitaux, on pourrait faire des services publics, on pourrait faire de la sécurité. C'est énorme. Non, là c'est complètement, excusez-moi l'expression, foutu en l'air. Donc quand tous ces économistes qui conseillaient nos dirigeants disaient non mais ça coûte rien, maintenant on les voit parader parfois, dire ah non c'est grave ce qui se passe, mais ils sont coupables aussi. Comprenez ? C'est-à-dire que le fait de dire ça ne coûtera jamais rien, c'est une erreur incroyable. Et quand aujourd'hui on voit certains, soi-disant économistes universitaires, vous savez, qui sont proches d'un parti politique, on va dire d'extrême gauche, qui nous disent oui, vous inquiétez pas, on va encore augmenter les impôts et tout va bien se passer, c'est quand même assez incroyable de dire une ineptie pareille. C'est ce qu'on apprend en première année d'économie, encore une fois. Si vous augmentez les impôts, vous cassez l'assiette fiscale, et donc à partir de là, vous allez avoir moins de recettes fiscales. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a justement des économistes universitaires qui ont des vrais diplômes, qui valident ça. Et parce que, en fait, on sait pourquoi. Justement, ils sont universitaires. Moi aussi, je l'ai été, bien entendu. J'ai même été prof à la fac, à Sciences Po, etc. La différence, c'est qu'il faut être proche du terrain. Quand on est uniquement, je dirais, voilà, on fait que de la recherche, on est loin de la réalité. Et quand on fait de la recherche, je dis souvent, des chercheurs qui cherchent, c'est bien, des chercheurs qui trouvent, c'est mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver de temps en temps. Mais nous, on est heureux de chercher, mais de trouver, c'est plus compliqué. Donc voilà, l'économie, c'est du bon sens, tout simplement. Mais quand ils lisent les gros titres du Monde, par exemple, parce que je vais dans leur sens, qui voient qu'il y a des défaillances d'entreprises comme jamais, personne n'a un petit électrochoc. Écoutez, ça, c'est dramatique. C'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant le Covid, et ça continue jusqu'en 2022, on a aidé en fait, les entreprises, mais en fait, aider, c'était pas le vrai mot. C'était des subventions qu'on donnait comme ça à droite à gauche, sans regarder des perfusions presque. Où allait l'argent. Alors que justement, il y a eu des gaspillages, donc on a entretenu ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire qu'ils devaient disparaître, mais comme on leur a donné de l'argent comme ça artificiellement, elles ont continué d'exister. Et, sauf que maintenant, évidemment, elles disparaissent, puisqu'il n'y a plus ces aides, mais elles entraînent dans leur sillage les bonnes entreprises. Par exemple, vous avez une bonne entreprise, vous avez un client qui vous passe une commande, mais vous ne savez pas que ce client, c'est un zombie. Donc, vous respectez la commande, sauf qu'après, comme l'entreprise disparaît, le zombie, il ne vous paye pas. Donc, vous aussi, vous êtes entraîné dans le tunnel, si vous voulez. C'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on n'a pas, aujourd'hui, de moyens de relancer la machine. Quand est-ce qu'on a besoin de l'État ? C'est quand, justement, il y a une crise économique, il n'y a pas de croissance, etc. Là, oui, on a besoin. Mais par contre, dès que ça va un peu mieux, il ne faut pas que l'État continue d'augmenter n'importe comment ses dépenses. Alors, c'est exactement ce qu'on fait. Vous vous rendez compte qu'en France, le dernier excédent public remonte à 1974. Ça fait 50 ans. Et la France est le seul pays au monde, enfin, parmi les grands pays, où, pendant 50 ans, on a fait 0
excédent, même pas un équilibre, que des déficits publics pendant 50 ans. Encore une fois, c'est nous qui payons ça, au travers de la dette publique également qui augmente, et donc des taux d'intérêt qui augmentent. Et ça, c'est dangereux parce que, déjà, ça augmente la charge d'intérêt de la dette, donc l'argent gaspillé, mais surtout pour nous, les entreprises, les ménages, quand les taux d'intérêt que paye l'État augmentent, eh bien, tous les taux d'intérêt des crédits, de tous les crédits, augmentent aussi. Donc pour les entreprises, pour les ménages. Consommateurs, pour les ménages. Exactement, pour les consommateurs. Donc ça veut dire que ça casse l'investissement, ça casse la consommation, et donc voilà pourquoi nous avons la récession. Pourquoi nous avons autant de défaillances d'entreprises. Là, on est en récession pour vous, Marc Toiti. Bah oui, ça a commencé, je pense, au 4e trimestre. Au 3e trimestre, il y a eu les JO. Donc il y a un effet un petit peu d'optique, si vous voulez, un petit peu artificiel, qui a dopé un petit peu la consommation. Par contre, si vous regardez le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'investissement des entreprises, ça fait 4 trimestres consécutifs que ça baisse. Ça, c'est très dangereux, parce que si les entreprises n'investissent pas, elles n'embauchent pas. Donc ça veut dire qu'il y a du chômage et ainsi de suite. Ça, c'est, vous voyez, encore du bon sens. Mais alors, il y a pire. J'ai regardé les chiffres de l'INSEE, justement. Ça fait 13 trimestres consécutifs que l'investissement logement des ménages baisse. C'est du jamais vu depuis qu'on a des statistiques en France. C'est historique. Vous vous rendez compte? Et on n'a rien fait, parce que 13 trimestres, c'est long quand même. Et les pouvoirs publics n'ont rien fait pour essayer d'inverser la tendance. Vous voyez, même, on va encore augmenter l'impôt sur l'immobilier, là, selon si la loi de finances passe. Mais c'est pas sérieux, tout ça. Avec la pression aussi sur l'énergie, enfin sur les côtés passoires thermiques et j'en passe, et des meilleurs. Le problème, c'est qu'on a empêché le monde de tourner en rond, et notamment le secteur du bâtiment, avec des normes, etc., des réglementations et une imposition énorme. Donc on a ce secteur qui pourtant, vous connaissez le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, rien ne va plus. C'est-à-dire que c'est ça le drame. La construction, c'est 1,3 million de personnes, de salariés. Et là, il y a 300 000 emplois menacés. Vous vous rendez compte, c'est 300 000 emplois qui vont peut-être disparaître demain. Derrière, il y a des familles. Donc derrière, il y a énormément de personnes qui sont concernées. Donc on est en train de prendre un risque de crise sociale, voire sociétale, qui est énorme. Et c'est ça le drame, parce que les Français ne comprennent pas. Ils disent, on a énormément de dépenses publiques, on paye énormément d'impôts, pourtant il y a une récession. Donc où va l'argent? Bien sûr. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi je dis, il faut de la dépense publique. Et c'est vrai que, je le dis parfois, moi je viens des cités HLM d'Orly, pas très loin de là où on enregistre d'ailleurs, et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir justement des aides sociales, des bourses, etc., pour m'en sortir. Mais ce que veut un jeune normalement dans les cités, c'est pas, il veut pas vivre avec des aides toute sa vie, il veut justement s'en sortir. Or là, ce qu'on est en train de faire, on donne des aides en permanence, si bien qu'il y a un taux de chômage des moins de 25 ans dans les cités HLM de 60%. Donc là aussi, on se rend bien compte qu'on a mis des moyens, mais c'est juste pour calmer le jeu. Mais par contre, c'est la paix sociale, oui. Voilà, la paix sociale, mais ça ne va pas durer. Ce que veulent aujourd'hui les jeunes, comme les entreprises, ce n'est pas des aides. Ce qu'on veut, c'est évidemment une économie qui soit, je dirais, propice à la croissance, une économie qui soit libérée, avec moins de charges, moins d'impositions, moins de réglementations tatillonnes qui sert à rien. Vous vous rendez compte, quand on voit le code du travail qui a explosé, qui est un des plus complexes du monde, le code des impôts, pareil. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette complexité qui fait que, globalement, la France est devenue, maintenant, est à la traîne du monde. Vous savez, les derniers chiffres justement parce que comment on fait des prévisions, on regarde les indicateurs avancés. Et donc on a notamment, par exemple, les indicateurs des directeurs d'achat dans les entreprises. Donc là, c'est du concret, ça veut dire ils nous disent où sont les carnets de commandes, etc. Et là, les derniers chiffres du mois de novembre, la France, elle est dernière. Pour le 2e mois consécutif, on est les plus mauvais en termes d'activité économique. C'est horrible. Ce que je veux dire. Le constat que vous nous faites depuis tout à l'heure, Marc Toiti, est implacable et il semble frapper au coin du bon sens. Pour autant, on a quand même cette impression qu'il n'est pas arrivé jusqu'aux dirigeants. Et on s'en est très bien rendu compte avec les récentes auditions, justement, de Bruno Le Maire, dont on a déjà parlé. On va l'écouter tout de suite en commission des finances au Sénat. Encore, je porte toute la responsabilité de ce que mes services ont fait. Et si j'étais à refaire, je referais exactement la même chose. Quand je suis alerté le 21 décembre, à la veille des fêtes de Noël, qu'éventuellement il y a une perte de recettes de 4,8 milliards, alors que je viens de faire 6 milliards d'euros d'économie, je ne vais pas commencer à faire un 20 heures pour dire aux Français, vous savez pas quoi, c'est dramatique, ça va mal. Dans le fond, je ferai une comparaison avec le médecin. Vous allez chez le médecin, il vous dit, il y a peut-être quelque chose. Il faut des examens complémentaires. C'est pas certain. Faites quoi? Vous allez alerter votre femme et vos enfants, c'est terrible ce qui m'arrive? Je pense que ce serait ni humain, ni responsable. C'est exactement la même chose. Le ministre des Finances, il prend sur lui. S'il y a une question à poser sur un arbitrage qui a été rendu par des personnes sous l'autorité desquelles je travaillais, c'est à ces personnes-là qu'il faut poser la question. Cette espèce d'autosatisfaction collective et solidaire sur votre action qui se paie, excusez-moi de le rappeler, au prix fort d'une dette colossale et abyssale qui aujourd'hui pèse
sur tous les Français. Vous avez dit, le désendettement pendant 7 ans, le désendettement de la France a été mon obsession. Heureusement que vous le dites, parce que les faits, malheureusement, vous contredisent lourdement. Bon, sans trahir de secret, nous avons souri pendant cette vidéo. Même ri, j'ai envie de dire, parce que ri jaune, bien sûr, mais non, c'est sûr que c'est pas sérieux. On peut pas dire ça. Il y a que globalement, justement, moi, je pense que... Mais il n'y a pas que lui, hein. Moi, ça fait, encore une fois, 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants français, et donc, moi, j'ai cru, à chaque fois, qu'ils allaient faire quelque chose. En fait, bon, voilà, maintenant, je ne veux même plus aller voir, parce que ça sert à rien. Il n'y a aucune volonté, il n'y a aucun courage. Mais, par contre, il y a toujours cette remarque qui revient. Stati, comprenez, nous, on a un devoir d'optimisme. Comprenez, il ne faut pas affoler les foules, il ne faut pas apeurer. Je dis, moi, je suis d'accord. Moi, je suis optimiste, je suis de nature optimiste, je suis un grand optimiste. Par contre, il faut être réaliste. On ne peut pas dire aux gens tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, j'ai dit plusieurs fois, je peux montrer les SMS. J'ai envoyé des messages à Bruno Le Maire. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'inflation demain, que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter. Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que voilà. Et c'est là où je comprends l'image avec le médecin, mais justement, la France, malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque le pronostic vital engagé, et on lui donne du Doliprane. Vous voyez, bon, donc, qui est bientôt plus français. Voilà, mais encore une fois, quand on a mal à la tête, c'est très très bien. Le paracétamol, on ne va pas faire de pub, hein, mais par contre, ou autre. Mais par contre, c'est clair que quand c'est malheureusement quelque chose de grave, il faut prendre des vraies décisions. Et là, on a continué. C'est ça qui est dangereux, comme une sorte de toxicomane, si vous voulez, qui ne peut pas s'arrêter. Et c'était, en fait, le drame, c'était ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. Ça veut dire que comme il n'y avait pas de sanctions, on a continué. Que comme la BCE finançait, pendant des années, quand je disais aux dirigeants français, faites attention, si vous augmentez trop la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter, vous allez casser la croissance, ils avaient un peu peur. Sauf que depuis 2015 et justement la planche à billets de la Banque centrale européenne, là ils me disent, mais attendez, arrêtez, regardez, plus j'augmente ma dette, plus les taux d'intérêt baissent. Oui, parce qu'ils ont même été négatifs. Exactement, ce qui était là aussi une absurdité incroyable. Mais toujours est-il que ça... Comme c'était le cas, on se dit, bon, au diable l'avarice, on verra bien le prochain, je remets la patate chaude, si vous voulez. Sauf que ce qu'on attend de nos dirigeants, justement, c'est d'anticiper. On sait très bien que ça ne peut pas durer. Et donc, le problème, c'est que maintenant, voilà, nous sommes arrivés à l'heure de la sanction. Là, la sanction, elle va arriver. Alors, on verra, au moment où on enregistre, il y a la décision de Standard & Poor's, on ne la connaît pas encore. En fait, pour être très honnête, pour l'instant, la France est toujours double A, mais elle ne mérite plus son double A depuis très longtemps. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas une espèce de supercherie, de mascarade? Exactement. Bien sûr, sachant que, je rappelle que, par exemple, quand il y a eu la crise des subprimes, quelques semaines avant son explosion, les dettes basées sur les subprimes étaient notées AAA par les agences de notation. Ça veut dire la meilleure note possible. Donc bon, pour vous dire que, vous voyez, c'est pas des modèles de crédibilité. Mais c'est passé quand même quelque chose il y a quelques semaines, lors de la notation de Fitch. Fitch est une des agences. Et donc, on est toujours double A-, et elle a mis une perspective négative. Mais elle n'a pas mis simple A. C'est quand même surprenant, parce qu'elle était... Bon. Et donc, j'ai regardé, vous pouvez aller le voir sur Internet, sur leur site, le communiqué de presse, quoi, où ils expliquent comment ils arrivent à ce double A. Et incroyable. Ils nous disent, c'est écrit noir sur blanc, qu'en fait, le modèle de notation de Fitch donne à la France une note de simple A. Donc, mais une dégradation. Ils ont décidé pour ne pas influencer les marchés. Pour X raisons, alors non, ils disent même pas ça, ils disent pour X raisons, on fait quand même confiance à la France, alors qu'il y a quand même déjà un problème budgétaire, on savait qu'il y avait un problème. Et on maintient le double A, c'est quand même incroyable. Et alors ça, c'est intéressant, ce manque de discernement est quand même incroyable. Alors est-ce que c'est un manque de discernement ou est-ce qu'il y a des points fondamentaux qui conservent, entre guillemets, un peu de confiance? Et j'allais dire, je vais aller droit au but, est-ce que c'est pas finalement l'exception française, à savoir ce recouvrement absolument incroyable de prélèvements? Ben oui, c'est sûr qu'on se dit, tant qu'on peut prélever comme ça des impôts, c'est vrai que ça assure une certaine Ça, c'est le talent de Gérald Darmanin, avec le prélèvement à la source, qui fonctionne encore mieux. Certes, sauf que, attention, regardez ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, l'État s'est complètement planté, si vous me passez l'expression, sur les recettes fiscales. Oui. Parce qu'en fait, et là, il y a un problème aussi sur la mesure de la croissance. Parce que, normalement, vous savez, comment on fait des projections de recettes fiscales, on regarde le niveau de la croissance, et après, on sait plus ou moins combien on va avoir d'impôts. Là, il y avait une croissance appréciable, on va dire pas géniale, mais bon, ça se tenait le coup quand même, alors qu'il n'y a pas de recettes fiscales. Donc il y a un problème. Soit le chiffre de croissance a été un petit peu gonflé, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, les recettes fiscales ne sont pas là. Donc, même, vous voyez, la force de la France, qui est justement de lever l'impôt, mais ça ne marche plus comme avant. C'est plus aussi rentable, entre guillemets. Est-ce que c'est pas une surestimation un peu volontaire? Mais c'est ça le drame. C'est que, en fait, parce que là, quand même, quand on regarde entre la prévision de Bruno Le Maire et la réalité,
il manque 100 milliards d'euros sur une année. C'est énorme. Vous voyez, c'est pas 100 millions. C'est plutôt un littéraire. Hein, non, d'accord, mais bon, 100 milliards d'erreurs. Vous vous rendez compte? Imaginez une entreprise qui fait une erreur déjà de 100 millions ou de même de 10 millions. C'est énorme. 100 milliards. Ah, là, il y a beaucoup qui auraient des sanctions pour ça. C'est ça le problème, c'est que les dirigeants politiques n'ont aucune sanction finalement. Et là, on le voit. Finalement, non, moi, je suis pour rien, c'est comme ça, c'est la vie. Non. Peut-être qu'on découvrira un jour ce qui s'est vraiment passé, mais 100 milliards, c'est énorme. Et on ne peut pas accepter ça. Et le pire, c'est que le budget de 2025, là, on est parti pour faire la même chose. Alors justement, à ce sujet, c'est très intéressant parce que la Commission européenne a salué mardi de cette semaine le budget présenté par le gouvernement français, budget qui a peu de chances d'aboutir, a priori, ou alors il passera par un 49.3 et il y a de fortes chances qu'il soit censuré derrière. On dépasse pourtant de très loin le déficit qui est normalement limité à 3% quand on est au sein de l'Union. La dette est à 112% du PIB, normalement c'est 60%, donc je pense qu'on le dépasse aussi un petit peu. Comment vous expliquez cette réaction de la Commission européenne ? Je dirais c'est inadmissible. La Commission européenne n'est pas là pour ça. Mais vous savez, j'ai connu ça. Maintenant, j'ai commencé à avoir une carrière un peu longue. C'est que, pareil, avant la crise grecque ou avant la crise espagnole, etc., la Commission européenne disait « Oh, bravo, les Grecs, l'Espagne, vous avez fait du super boulot. » Oui, donc c'est pas nouveau. Oui, donc, et c'est ça qui est dramatique, c'est que qu'attend-on justement la Commission européenne, les agences de notation? C'est qu'elles fassent leur boulot. Qu'elle nous dise justement, c'est dangereux, sans faire peur, mais dire simplement la vérité. Donc là, on ne peut pas dire, on annonce un budget qui déjà va être au moins à 6% du PIB, ah c'est bien, bravo. Non, c'est pas sérieux. Et alors, par contre, il y a quand même un élément important, c'est que on sait que si la France tombe, la zone euro explose. Donc, voilà, il y a peut-être également une volonté de faire en sorte que la France se maintienne quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et vous savez, par exemple, pour le fameux double A, si on le perd, parce qu'on me dit, c'est quoi l'impact? C'est pas compliqué. Aujourd'hui, les banques, compagnies d'assurance, etc., caisses de retraite, elles ont l'obligation d'investir dans du triple A ou du double A pour garantir une certaine stabilité au niveau de leurs fonds propres. Sauf que donc, tant qu'on est double A, ça passe. Quand on passe simple A, on change de catégorie. Donc on n'est plus dans le cahier des charges de toutes ces banques et compagnies d'assurance, donc qui se disent « Ah ben non, mais désolé, on aime bien la France, mais si vous n'êtes que simple A, on n'achètera pas votre dette. » Et là, c'est embêtant, parce que l'année prochaine, l'État français va devoir émettre 300 milliards d'euros de nouvelles dettes. Donc si on n'a pas les banques et autres qui achètent notre dette, qui va l'acheter? Et donc là, évidemment, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et si le taux d'intérêt augmente, ça casse la croissance, donc récession et ainsi de suite, c'est le cercle pernicieux que j'évoquais tout à l'heure. C'est de pire en pire. Donc c'est très très dangereux. Donc il y a peut-être, vous voyez, ce qui à mon avis n'est pas une bonne raison, mais c'est peut-être ça aussi qui nous... Oui, il y a un côté inversion, c'est-à-dire que la note ne sanctionne pas l'état de l'économie, mais l'état de l'économie conditionne la note de telle sorte qu'on ne la dégrade pas, quoi. On se dit, voilà, on essaye de faire en sorte qu'on maintienne la France finalement, sinon ça pourrait vraiment faire mal pour l'ensemble de la zone euro. Bon, vous savez, j'avais écrit un livre en 2012 qui s'appelait « Quand la zone euro explosera ». À l'époque, c'était de l'économie fiction. Et donc je disais, à l'époque, attention, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, notamment en termes d'harmonisation des conditions fiscales, etc., la zone euro va finir par exploser. Parce que la zone euro ne peut pas persister si elle n'est pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Et on a fait exactement l'inverse. Oui, c'est d'ailleurs le grand paradoxe, de faire une monnaie unique, mais avec des règles différentes. Et voilà, on a fait exactement l'inverse. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la zone euro est vraiment en danger. Vous savez, j'ai fait un calcul, je pense sur ma chaîne YouTube, on peut voir la vidéo, il y a quelques semaines, pour voir justement quels sont les pays qui aujourd'hui respectent les deux règles, simplement la règle du déficit et de la dette. Que deux règles. Alors, même sur la dette, j'ai été sympa, parce que vous l'avez dit, c'est 60%. J'ai dit, on va mettre 80%. Parce que comme il y a eu le corona, ça, bon, allez, soyons sympas. Vous savez combien de pays respectent les deux critères aujourd'hui? 9. Évidemment, il n'y a pas la France. Non, ça la France est l'un des plus mauvais. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, le Pays-Bas, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça pour dire que la zone euro, à la rigueur, aujourd'hui, elle ne devrait exister qu'à 9 pays. Comprenez? Donc, et comme il y a une crise en Allemagne qui est en train de se produire, là, une crise économique et une crise politique, je pense que les Allemands ne seront pas comme avec les Grecs, avec les Français. C'est-à-dire qu'ils pourront dire, attendez, là, les Français, nous, ça fait des années qu'on serre la ceinture, que tout le monde, pas que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Les Portugais, ils ont un excédent public. Vous vous rendez compte, ils ont fait le boulot. Donc, pourquoi eux l'ont fait, pas nous? Donc, et c'est, encore une fois, la France s'est isolée. Même l'Italie a réduit son déficit. Ouais, vous vous rendez compte? Donc, ce qui veut dire que là, ça ne peut plus marcher. Et je pense que les Allemands ne sont plus prêts à accepter que la France continue de déraper. Donc ça va créer une tension énorme donc, au sein de la zone euro. Et est-ce que la zone euro va perdurer ensuite? Malheureusement, ce n'est pas sûr. Je pense que
on n'a jamais été aussi près d'une explosion de la zone euro. En tout cas, la probabilité est en train de monter de jour en jour. Alors, a fortiori, si on n'a pas de gouvernement, et globalement, on se rend bien compte que la France est bloquée là pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire que... c'est très intéressant parce qu'on a le sentiment que on a une situation qui a été mise en place par une classe politique qui se sent en danger et qui, pour rester en place, dit attention, si jamais on est renversé, on va arriver vers une société, une situation politique encore plus précaire. Et c'est ça qui va nous plonger dans la catastrophe. Mais on y est déjà mais on y est déjà. C'est-à-dire que le chaos, il est déjà là, malheureusement. Mais justement, grâce à cette dette publique, on a calmé le jeu. Ouais, on a un petit peu, on a édulcoré la situation, on a mis des caches un peu partout pour pas voir le drame. Et là, je parle que de l'économie. Je ne parle pas des enjeux sociaux, sociétaux. Dans les fameux sites HLM dont je suis issu, maintenant, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous comprenez? Donc, il n'y a plus du tout de cohésion. Il n'y a plus du tout de vivre ensemble. Ça n'existe plus. Ça, c'est l'un contre l'autre, maintenant. Et donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Et d'autant qu'on a une partie des députés de l'Assemblée nationale qui alimentent cette haine. Donc, un pays, si vous voulez, la condition pour avancer, pour faire de la croissance, c'est déjà la stabilité sociétale, la sécurité. Tout ça, on l'a oublié. Donc, là, on joue vraiment sur le feu. Et, vous savez, souvent on me dit, non, attendez, vous êtes bien gentil, mais la France, c'est pas la Grèce. C'est vrai. Mais je me souviens qu'au début de la crise grecque, parce que j'allais souvent en Grèce à l'époque, vu ce qui se passait, et les Grecs nous disaient, les autorités grecques, puis les banques grecques, écoutez, la Grèce, on n'est pas l'Argentine. Et pourtant, ce qui s'est passé ensuite, malheureusement, a montré que c'était extrêmement grave. Vous savez, que s'est-il passé en Grèce ? Le PIB, pendant la crise donc, le PIB grec, ça veut dire la richesse qu'on crée en Grèce, a chuté de 30% en quelques années. 30%. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Nous, quand on a 0,5% de baisse, c'est une catastrophe. Là, 30%. Donc ça a été un drame. Moi, je l'ai vécu. J'ai été voir ce pays qui était en pleine croissance, qui s'est effondré. Et pour la population, ça se matérialise comment? C'est horrible. Évidemment du chômage, évidemment une baisse des retraites. Pendant que certains mois, les fonctionnaires n'étaient pas payés. Oui. Pendant plusieurs mois. On ne pouvait pas retirer du liquide au guichet des banques. Enfin, c'était horrible. C'était horrible. Bon. Heureusement, ça va mieux maintenant, parce qu'on a aidé la Grèce. On lui a reprêté 350 milliards d'euros, il ne faut quand même pas oublier. On a annulé l'ancienne dette et on a fait une nouvelle dette. Donc on l'a sauvée. Alors il y a eu le FMI qui est arrivé pour justement serrer les boulons. Mais évidemment, ça fait mal. Et donc ça a redémarré. Sauf qu'aujourd'hui encore, nous sommes en 2024, le niveau du PIB grec, tenez-vous bien, il est encore 20% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte, on est en 2024. C'est-à-dire que pour retrouver le niveau de 2008, il faut peut-être attendre 2032. Peut-être qu'ils auront le même niveau qu'en 2008. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, voilà, je vous donne votre revenu que vous aviez il y a, je dirais, en 2008. Vous vous rendez compte? Non, ça fait une baisse de niveau de vie dramatique. Bien sûr. Vous comprenez? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ce qui veut dire que j'espère pas, bien sûr, que la France en arrivera là. Personne ne l'espère. Mais si on joue ce jeu dangereux, voilà ce qui peut nous arriver. Donc il faut évidemment éviter d'en arriver là. Mais malheureusement, je ne vois personne aujourd'hui qui... alerter. Efficacement. Déjà qui va nous sortir de là. Parce que les dirigeants actuels, c'est eux qui nous ont mis là, malheureusement. Enfin, surtout le président, parce que M. Barnier, le pauvre chéri, il vient d'arriver, entre guillemets. Mais cette politique, évidemment, c'est pas la bonne. Il faut complètement métamorphoser l'économie française, non pas avec plus d'impôts et plus de dépenses publiques, mais l'inverse. Moins d'impôts et moins de dépenses publiques, c'est-à-dire une dépense publique plus efficace. C'est pas un problème de quantité, la quantité elle est là, mais de qualité de cette dépense publique. Et là, évidemment, à ce moment-là, on pourra prendre les bonnes mesures. Et moi, je reste optimiste. Je pense qu'on peut encore sauver la France. D'ailleurs, j'ai fait des propositions très claires, chiffrées, etc., pour sauver la France, donc notamment en baissant les impôts et en réduisant le déficit public de 70 milliards d'euros. Vous voyez, par exemple, en même temps. Comme quoi, c'est possible. Bien sûr, on peut réduire la dépense, notamment de fonctionnement. On peut lutter contre les fraudes fiscales, les fraudes sociales à L2 sur une année au bas mot, même si en faisant pas grand-chose, c'est 50 milliards. C'est pas rien. Vous comprenez? Donc, c'est presque les intérêts de la dette. Exactement. Donc, il y a du boulot à faire. Simplement, il faut le faire. Et puis surtout, il faut une adhésion. Le drame, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Donc, je pense qu'on est bloqué. On ne fera rien pendant 6 mois. Et en espérant qu'après les élections, enfin s'il y en a, il y en aura certainement, il y a une vraie majorité qui a envie de sauver la France. Parce que sinon, on a aussi le sentiment qu'on est bloqué à l'intérieur, mais on est aussi bloqué à l'extérieur. On le voit très bien avec ces accords qui sont négociés entre l'UE et le Mercosur. Il y a des manifestations d'agriculteurs qui sont très inquiets pour leur profession, qui souffrent déjà depuis des années et des années. Concrètement, ça ne sert à rien, ces manifestations. Aujourd'hui, Paris
a fait un vote fantoche, allais-je dire, cette semaine. Ça ne fonctionne pas. La Commission va décider, parce que pour que les Français comprennent bien, ce n'est pas non plus les députés européens qui vont s'exprimer sur ces accords. C'est bien la Commission européenne, non élue, non élue en direct, en suffrage direct. À partir de là, qui a les manettes ? Vous savez, le problème, c'est que nous, on cherche des boucs émissaires en permanence. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que cet accord du Mercosur, il n'est toujours pas là, il sera peut-être jamais là. Et j'ai regardé, il y a justement une étude de la Commission européenne qui a fait ce qu'on appelle une étude d'impact. C'est-à-dire combien ça va rapporter l'accord entre l'UE et le Mercosur. Vous savez combien ça va rapporter à l'horizon 2032 ? 0,1 point de croissance. Chouette. Et même pour le Mercosur, dans le ça lot, il y a sans 0,3 points. doute des gens qui vont perdre beaucoup et d'autres qui vont gagner Oui, beaucoup. mais Parce que souvent, c'est réglé, c'est résumé en on va vendre, pour ne pas dire fossoyer l'agriculture française, alors, voilà. pour l'industrie automobile allemande. C'est un peu plus compliqué. Bien sûr, évidemment, mais surtout, c'est ça le drame. C'est qu'en fait, on n'a pas attendu le Mercosur, enfin l'accord, pour avoir des difficultés sur l'agriculture française. Pareil, là, aujourd'hui, on nous dit tous nos maux, c'est dû à Trump. Il n'est même pas encore arrivé au pouvoir. Donc, nous, on cherche des boucs émissaires. C'était Poutine, maintenant c'est Trump, c'est le Mercosur. Non, tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nous. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se déresponsabiliser. Il faut au contraire se responsabiliser. Quand je dis à cause de nous, c'est pas les Français, c'est les dirigeants français. C'est-à-dire que, encore une fois, malheureusement, l'agriculture, que je connais bien, parce que je vais souvent faire des conférences justement dans le monde agricole, rendez-vous compte que dans les années 80, 90, c'est encore 5% de notre PIB. Maintenant, c'est même pas 1%. Donc ça, c'est quoi ? C'était une volonté politique de sacrifier l'agriculture. La France était l'un des premiers exportateurs mondiaux de produits agricoles, notamment dans les céréales. Maintenant, on a perdu notre place. C'était une volonté politique. Et pareil sur l'industrie, on parle de réindustrialisation. C'est une bonne idée. Mais qui a désindustrialisé ? La France. Les dirigeants français, rappelez-vous, dans les années 80-90, vous étiez très jeune à l'époque, mais c'est vrai que... Merci. Ouais, non, c'est sûr. Mais même moi, j'étais jeune. Hein, mais bon, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, moi, je me souviens... on nous disait, on va avoir une économie française sans usine. On présente ça comme, c'est formidable. Génial. Mais quelle erreur stratégique énorme. Et ça a duré, pendant 20 ans, on a laissé croire ça. Donc, ce sont des erreurs de nos dirigeants, et surtout, ils s'enferment dans leurs erreurs. Parce qu'à un moment, tout le monde, l'erreur est humaine. On peut se dire, bon, désolé, on s'est trompé. Sauf que persévérer dans l'erreur, c'est diabolique, comme le dit le dicton. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on est dans un système aujourd'hui qui est devenu diabolique parce qu'on a persévéré dans cette erreur. Et ce qui se passe pour nos amis agriculteurs, malheureusement, c'est ça. C'est qu'on les a sacrifiés, entre les charges, entre les jachères, etc. Les normes, enfin, en veux-tu, en voilà. Nous, ce que je dis souvent, nous, on veut mourir guéri. Tout ça qui est fliqué par des drones, bien d'ailleurs. sûr. Oui, non, mais on veut mourir guéri. C'est-à-dire, non, on respecte toutes les règles, mais on est mort. Donc, on ne voit pas l'intérêt, comprenez ? Donc, non, c'est ça qui devient très dangereux. Il faut redonner un petit peu de l'espoir et un bol d'air. Notre économie, elle est sclérosée, elle est enfermée. Toutes ces réglementations, ces taxes, etc., ça empêche de tourner en rond. Alors, je ne dis pas que ça doit être la loi de la jungle. Hein. C'est important d'avoir des règles, bien entendu, de vérifier, etc. Mais des fois, et même souvent, ça va beaucoup trop loin. Et après, on se plaint, tiens, on n'a plus d'industrie. Oui, après, il y a aussi une erreur dramatique, l'éducation nationale. Moi, je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans l'industrie, que je conseille, qui me disent, on veut embaucher, il n'y a personne. Et parce qu'il n'y a pas de formation. On forme des pléthores de bac plus 5 en histoire de l'art, etc. Moi, j'adore l'histoire de l'art, hein, sauf que les débouchés, c'est un peu compliqué. Surtout dans l'industrie, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans le bâtiment, pareil, on manque de main-d'œuvre, etc. Et pourtant, on a l'éducation nationale la plus chère du monde. C'est quand même un droit d'attendre qu'elle donne les bonnes formations. Et qu'elle soit en adéquation avec le marché du travail. Exactement. Dernièrement, je faisais une conférence là, au chantier naval de l'Atlantique, et le président me disait, en fait, comme ils ont du boulot, parce qu'il y a du boulot, hein, tant mieux d'ailleurs pour eux, mais il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé leur propre école en interne. Donc ils prennent des jeunes, voilà. Pareil, là, j'étais dernièrement là, au sein du BTP, on me dit que voilà, on va chercher des jeunes comme ça pour c'était à Narbonne notamment, dans les clubs de rugby, pour leur apprendre le métier. Mais c'est pas à nous à faire ça. Non, l'éducation nationale, non, elle le fait pas. Et les jeunes sont contents parce que finalement, plutôt que de rien faire, c'est vertueux. Donc, vous voyez, il y a un rôle social, je dirais, à jouer. Et malheureusement, c'est ça le drame, c'est que à tous les niveaux, vous savez, le problème de la France, c'est un niveau global. Donc, il faut repenser complètement notre fonctionnement parce que on ne le dit pas assez. On a la chance de vivre en France. La France qui est un pays exceptionnel à tout niveau, tout point de vue, au-delà évidemment de la beauté du pays, de notre histoire, etc. Mais on dit par exemple que la France est un pays ultra-libéral.
C'est incroyable. On est le pays au monde où il y a le plus de dépenses publiques, on dit qu'on est ultra-libéral. Nous sommes le pays au monde où il y a le plus de dépenses sociales. Vous vous rendez compte, c'est plus de 32% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, ça veut dire les pays développés, c'est 21%. Donc c'est une chance incroyable d'avoir ça. Sauf que, évidemment, c'est gaspillé, il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de dérapage. Donc on doit reprendre le contrôle. Et reprendre le contrôle, ça ne veut pas dire justement mettre des taxes, justement mettre des réglementations tatillonnes, etc., notamment pour nos entreprises. Et c'est ça qui est aujourd'hui extrêmement dangereux. Donc les solutions existent, c'est ça la bonne nouvelle. On a les moyens de relancer la France. Tout à fait possible. Mais encore faut-il avoir le courage politique, même, j'ai envie de dire la volonté politique déjà, de le faire. On est dans un monde mondialisé aussi, on le sait, donc on est aussi dépendant de l'actualité internationale. Parmi l'actualité internationale la plus importante de ces dernières semaines, évidemment la réélection de Donald Trump. Il sera investi, si tout va bien pour lui, le 20 janvier prochain. Je vous propose d'écouter tout de suite et je vous fais réagir. On écoute ce qu'il disait pendant la campagne concernant les droits de douane et puis on a aussi le débrief de Jacques Sapir juste derrière. Si un pays me dit « Monsieur, on vous aime beaucoup, mais on ne veut plus utiliser votre monnaie de réserve. On ne va plus faire une transaction en dollars. » Je dirais « Ok, vous allez payer une taxe de 100% sur tout ce que vous vendez aux États-Unis. On adore vos produits et j'espère que vous en vendez beaucoup aux États-Unis, mais vous paierez une taxe de 100%. » Il me dira ensuite, « Monsieur, ce sera un honneur de continuer à utiliser votre monnaie de réserve. » Je ferai comme ça. C'est comme ça que je vais jouer. C'est même pas une partie d'échecs, c'est un jeu de dames. Mais personne d'autre ne peut parler comme ça. Est-ce que c'est du bluff ? Pour des pays qui ont des économies très fragiles et qui sont d'une certaine manière relativement dépendants de leur commerce avec les États-Unis, non. Très clairement, non. Mais pour des pays qui sont des pays extrêmement importants au niveau du commerce international, la Chine, l'Inde, là c'est clairement du poker. Par exemple, si vous dites aujourd'hui à l'Inde, 7% du PIB mondial, nous allons taxer, si vous ne voulez pas utiliser le dollar, nous allons appliquer une taxe aux importations égale à 100% du prix. Les dirigeants indiens peuvent dire, si c'est comme ça, nous ne commercerons plus avec vous. Les Indiens, eux, sont en mesure. Et les principes actifs des médicaments qui viennent d'Inde, c'est dommage. Tout à fait, tout à fait. Donc, là, oui, ça ressemble beaucoup à du poker, même à du poker menteur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ces déclarations de Donald Trump et puis de cette observation de Jacques Sapir ? Moi, je pense qu'effectivement, Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Donc, bien entendu, c'est de la négociation. Donc, il dit, voilà, je vais vous mettre soit 60% ou 100%, et puis après, on négocie. Donc, c'est exactement ça. Mais par contre, ce qui est pour moi très intéressant, c'est que ça, c'est la clé de l'avenir, ce qu'il a dit Trump. Il a parlé justement des réserves de change. Parce que qu'est-ce qui fait la force des États-Unis ? C'est le fait que le dollar, c'est toujours la réserve de change mondiale. C'est-à-dire, quand on a créé l'euro, justement, c'était pour concurrencer le dollar. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Parce que là, on a eu des règles, des taxes, etc. Et donc, finalement, l'euro n'a pas remplacé le dollar. Et le dollar, aujourd'hui, c'est toujours 70% des réserves de change dans le monde. C'est la moitié des transactions dans le monde, alors que le commerce américain, ce n'est que 15% du commerce mondial. C'est-à-dire que les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. Donc, c'est ça qui fait que les Américains, ils peuvent continuer à augmenter leur déficit. C'est nous qui le finançons. Est-ce que ça, vous voyez sur le long terme, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors voilà. Et donc, par contre, le jour où ça s'arrête, c'est-à-dire le jour où les États-Unis n'ont plus cette réserve de change, donc de dollars, réserve, comme on dit en anglais, benchmark, c'est-à-dire référence mondiale, là, ils s'effondrent. Et quand on voit l'essor des BRICS, typiquement. Alors voilà. Alors c'est là où c'est très intéressant parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut un concurrent dollar. Moi, les BRICS qui veulent dire faire un panier de monnaie, ça ne marchera pas. Parce que prendre un panier de monnaie pour se couvrir, par exemple, sur le pétrole, ça va être compliqué. Le marché n'existe pas, il n'existera jamais. Il faut une devise. Donc on a fait l'euro, ça n'a pas marché. Les Japonais avec le yen, ça n'a pas marché. Qui reste aujourd'hui, c'est le yuan, bien sûr. La devise chinoise. Mais sauf que là, les Chinois vont très mal. Économiquement parlant, ils vont mal. Parce que pour concurrencer le dollar, il faut une devise forte. Or, si le yuan est trop fort, la Chine qui va déjà mal, elle va aller encore plus mal. Donc elle n'a pas les moyens, effectivement, d'avoir ce yuan fort. Donc c'est vraiment de la stratégie de long terme.
C'est peut-être l'Inde qui pourra s'en tirer le mieux. L'Inde, pareil, elle n'est pas assez forte économiquement. L'Inde, en termes de PIB par habitant, ils sont très très loin. Ils sont 70e mondiaux. Il y a encore beaucoup de pauvreté en Inde. Donc ils sont pas prêts encore. Par contre, c'est vrai qu'économiquement parlant, sur la croissance, c'est très dynamique. Donc toute la question de savoir qui va concurrencer le dollar demain. Et c'est pourquoi Trump, il sait très bien que si demain il y a un concurrent dollar, les Américains, ils s'effondrent. Et donc c'est pourquoi il a parlé de ça en disant, voilà, si vous prenez plus le dollar comme moyen de transaction, là on vous taxe. Il ne le fera pas, évidemment. D'ailleurs, je me souviens, quand lors de son précédent mandat, il avait mis des droits de douane aux produits chinois de 30%. Et les Chinois avaient dévalué le yuan de 30%. Donc ça veut dire que c'était $1 finalement, vous comprenez ? Donc voilà, parce que les Chinois contrôlent leur devise. Moi je pense qu'effectivement les Chinois, si un jour ils sont assez forts, peut-être dans une quinzaine d'années, là ils pourront imposer le yuan contre le dollar. Et là, ça sera un vrai challenge, parce que peut-être que certains pays diront « bah oui, tiens, moi je veux bien payer mon pétrole en yuan », mais là, pour l'instant, c'est pas possible, parce que le yuan, déjà, c'est une monnaie avec un contrôle d'échange, donc on peut pas acheter et vendre comme on le souhaite, il n'est pas assez fort, donc ça prendra du temps. Donc les Américains, pour l'instant, ils vivent sur ça, et ils savent qu'un jour ça va s'arrêter, mais ben, voilà, ils gagnent du temps. Pour l'instant, c'est pas avant 15 ans. Donc voilà, et ce qui est dramatique pour nous, c'est que, je vois dans les négociations avec Trump, malheureusement, pour Trump, l'Europe, c'est pas grand-chose. C'est pas ce qui compte, parce qu'on s'est déjà nous-mêmes tiré une balle dans le pied. Donc on n'est même plus une menace. La vraie menace, c'est la Chine. Donc vous allez voir qu'il va trouver des accords avec la Chine, avec d'autres, peut-être l'Inde, etc. Et nous, par contre, l'Europe, ben voilà, on sera le dindon de la farce. C'était Thanksgiving, donc ça tombe bien. Et alors, pour aller dans votre sens, la Christine Lagarde, ancienne patronne du FMI, actuelle patronne de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a conseillé, face aux annonces de Donald Trump d'augmentation de taxes douanières, y compris sur des produits européens, de sortir le carnet de chèques, en gros, c'est-à-dire d'acheter davantage de GNL, donc de gaz de schiste, qui est interdit en France. À la rigueur, on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui sur le gaz de schiste, mais c'est un fait, on n'a pas le droit de l'exploiter en Europe et on va aller l'acheter aux États-Unis, alors qu'il n'est pas moins polluant aux États-Unis, et d'acheter du matériel de défense américain, mais attention, non produit en Europe. Non, mais ça, c'est très surprenant. C'est-à-dire que déjà, il y a un problème de devoir de réserve. Madame Lagarde, donc présidente de la Banque Centrale Européenne... c'est pour qui roule la BCE, là, quand même. Non, mais non, elle n'a pas le droit de parler de ça. C'est-à-dire, c'est pas dans ses statuts. Alors, peut-être qu'elle a oublié son rôle, ou je sais pas, elle a dit, là, je parle en tant que juste Madame Lagarde. C'est publié sur le site de la BCE. Mais je sais, c'est ça qui est grave. C'est grave, c'est que c'est une interview dans la presse. Donc, c'est pas qui a été relu, etc. C'est très grave. Non, une présidente de BCE ne devrait pas dire ça, comme on pourrait le dire. Voilà. Et puis surtout, bon, l'impact, il n'est pas là. Mais ça montre également, je pense, c'est un aveu d'échec de l'Europe. Et c'est vrai que c'est triste, parce qu'on a créé l'Europe justement pour concurrencer les États-Unis. On a créé l'euro pour concurrencer le dollar. Et on voit qu'aujourd'hui, non seulement on n'a pas réussi à le faire, mais maintenant, voilà, on est en train de tuer la zone euro, on est en train de tuer l'Europe. Donc c'est quand même dramatique. Et nous-mêmes, hein, c'est pas les Américains, parce que encore une fois, le bouc émissaire américain, il est facile. C'est nous-mêmes qui faisons ça. Encore une fois, les décisions qui ont été prises en termes de réglementation, tatillonne, etc., de pression fiscale et autres, et de manque de cohésion au sein de la zone euro, ben, c'est nous qui l'avons fait, notamment les Français. Où la France est quand même le seul pays qui ne respecte pas ses règles. Aucune des règles de la zone euro. Donc ça ne fait pas sérieux. C'est pourquoi les Allemands vont dire demain, écoutez, les Français, on vous aime bien. Parce qu'en plus, on s'en ramène, entre guillemets. C'est-à-dire que les Français, ils donnent des leçons. Hein, on ne respecte rien, mais on donne des leçons. Ça ne passe plus. Donc là, il y a une vraie tension au sein de la zone euro qui est très dangereuse. Et donc, ça risque de mal se terminer, malheureusement. Et voilà, comme d'habitude, le grand gagnant, ce seront les États-Unis, la Chine, l'Inde et le dindon de la farce, voilà, l'Europe et la zone euro, et notamment la France. Donc c'est quand même triste, parce qu'on n'a pas créé la zone euro pour ça. Mais toujours est-il, on revient sur le même problème. Parce que nous avons, aux États-Unis, on les aime pas, c'est pas un problème, mais ils sont pragmatiques. Trump, c'est le business first. Et après, America first, bien entendu. Mais bon, ça veut dire, on est d'abord pragmatique. C'est-à-dire, un truc qui ne marche pas, bon, on arrête, on fait autre chose. Bien sûr. C'est pas grave, ça ne marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose. Mais nous, même si ça ne marche pas, on continue. On est dans le dogmatisme. Et c'est ça, moi, encore une fois, qui fait énormément de mal à nos économies, et notamment à la France. Vous avez des personnes qui se pensent être très intelligentes, qui sont donc très dogmatiques, et qui vous disent, ben non, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne vais pas donner de nom, mais des gens très connus, des hauts fonctionnaires et autres, ou même des dirigeants de la BCE, qui m'ont dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais sachez une chose, de toute façon, nous avons raison. Alors, pour faire un débat avec des gens pareils, c'est compliqué. Oui, mais ce que je veux dire, donc, voilà, encore une fois, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Donc il faut arrêter. On ne peut plus continuer comme ça.
il faut que nous ayons justement des dirigeants qui allons pouvoir prendre le taureau par les cornes et sauver la France. Encore une fois, on a un pays formidable. Je ne comprends pas comme ça ce fatalisme. On dit, non, là, on ne peut plus rien faire. Mais malheureusement, c'est sûr que là, on va toucher le fond de la piscine. Et après, peut-être qu'on redémarre. Espérons qu'on puisse remonter. C'est ça, et surtout qu'on va redémarrer, et surtout dans quel état on va redémarrer. Donc je le souhaite, je pense que c'est encore possible, mais il ne faut pas que ça tarde trop, sinon ça sera de plus en plus compliqué. Je vous remercie beaucoup Marc Toiti d'être venu jusque nous. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous pourrez retrouver Marc Toiti sur sa chaîne YouTube Marc Toiti, tout simplement. C'est très facile de le suivre. J'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous avez déjà cliqué sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Vous savez, ça booste l'algorithme, comme on dit. Je vous retrouve tout de suite dans les commentaires, et puis je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.